Ce livre, comment au fond ce livre t'est venu et pourquoi tu reprends des questions que tu avais déjà abordées, mais sur ce mode justement que je dirais à la fois théorique mais aussi très politique. Je réponds. Non, ben après cette introduction peut-être poético-théorique ou théorico-poétique, je voudrais dire quelques mots. Alors je te remercie beaucoup, Gérard, d'être venu à Strasbourg aujourd'hui et pouvoir participer à ce moment de débat avec toi. On peut dire à propos de ton livre que dès l'introduction, on est dans le vif du sujet. Alors j'ai mis longtemps à comprendre ce mot révolution. Je vous rappelle cette phrase absolument fantastique de Louis XVI à sa fenêtre, demandant c'est une révolte? Et non, sire, c'est une révolution. En traduction, révolte contre père, point d'appui, en espérant que ce point d'appui, qu'est la révolte, l'opposition, permettra de trouver, justement, de par ce point d'appui, une façon d'approcher l'événement. Révolution sans fin, infinie. Voilà, pas besoin de mettre le féminin, c'est le féminin. C'est-à-dire quelque chose contre quoi on ne trouvera jamais un point d'appui, contre quoi, par rapport à quoi. Vous voyez, déjà contre quoi, c'est une phrase d'homme déçu. Voilà quelque chose qui résiste justement à tout appui pris sur une cohérence supposée de la langue. On peut faire que tourner autour, on peut faire que, non pas s'y cogner justement, mais s'y perdre. Alors, ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est justement cet enjeu des mots, féminin, femme, homme, masculin. Il y a quelque chose là qui fait que, bien sûr, la poésie permet de faire résonner le sens ou le mot absent, la métaphore, l'image. Il n'en demeure pas moins que la question se pose quand même de savoir si les mots, au-delà de la poésie, ou s'il n'y a justement que la poésie pour faire résonner ce autour de quoi tourne la question du féminin. Et ce serait vraiment, non pas une question, mais une proposition de parole ou de participation à cette hypothèse que je te propose. Révolution contre le père, révolution sans fin autour de cet espace infini que les mots bordent mais n'atteignent pas, le féminin. Oui. Alors, bon, depuis que j'ai publié ce livre, j'ai participé à pas mal de débats à ce propos, dans différentes librairies, des associations. Et finalement, après tous ces débats, je me rends compte que dans ce livre, j'ai peut-être pas été suffisamment radical par rapport aux questions qui m'ont été posées, les questions de féministes ou des questions de tout le mouvement qui caractérise notre époque, dont c'est peut-être pas facile de se rendre compte à quel point il représente un changement de perspective complet depuis très longtemps, au fond depuis le sacrifice d'Abraham, c'est-à-dire depuis la sorte d'instauration du pouvoir patriarcal, du pouvoir des hommes, et que dans les 50 dernières années dans notre pays, nous avons vécu un changement de société extrêmement important qui s'est accompagné de cette libération du féminin qui change complètement, je dirais, qui change l'amour, qui libère l'amour d'une manière tout à fait inédite, et qui aura sûrement des conséquences aussi dans la façon d'envisager l'organisation de la société, le pouvoir politique. Il n'est pas impossible, par exemple, que dans
un certain nombre de positions politiques extrêmes de notre époque, il y ait beaucoup qui doivent à la réaction contre la libération des femmes. Par exemple, certaines formes d'intégrisme religieux, je dirais à peu près de tous les côtés, mais de manière sans doute plus voyante du côté de l'islam, doit beaucoup à l'angoisse du féminin, c'est-à-dire de ce féminin qui a été opprimé depuis le début des temps. Opprimé, comme on peut le voir, je dirais, dans tout ce qui est la sphère religieuse, où tout s'est passé exactement comme s'il y avait un choix forcé entre l'amour de Dieu ou l'amour de la femme. Celui qui aime Dieu doit laisser et le féminin et la sexualité en général dans l'ombre, de côté, refoulé, avec toutes les souffrances psychiques que ça implique, et aussi toutes les oppressions contre toutes les formes de sexualité qui ne correspondent pas à ce modèle dont il est important de voir qu'il est sous le régime de l'amour de Dieu, c'est-à-dire, encore une fois, ce choix forcé, ou Dieu ou la femme, ou bien le paradis après la mort, ou bien le paradis, enfin c'est une façon de parler, le paradis sur terre en choisissant, disons, cette autre part qui est le féminin. Voilà, alors ça, je dirais que cette différence entre cette mise en forme de la société, qui a régi la société patriarcale jusqu'à il y a tellement peu, elle a existé depuis le début des temps, par exemple, avec des formes de répartition des façons de jouir, par exemple avec la prostitution sacrée. La prostitution, ça a commencé dans les temples, en l'honneur de Dieu, c'est-à-dire que les femmes qui exerçaient exerçaient une sorte de prêtrise. Il fallait se donner, en quelque sorte, aux hommes pour l'amour de Dieu. C'était au nom de Dieu que ça se produisait. Et je dirais que ce premier élan de la prostitution, c'est-à-dire d'une forme d'asservissement du féminin par rapport à la croyance religieuse, ça a persévéré au cours des siècles d'une manière dont on se rend peut-être moins compte aujourd'hui, mais il faut se souvenir qu'il y a à peine 50 ou 60 ans, la prostitution atteignait des niveaux absolument extraordinaires dans toutes les catégories de la société. La sexualité, pas seulement de la bourgeoisie, mais pour toute la société, c'était d'aller dans les maisons, dans les bordels. À Paris, je crois qu'il y avait 15 à 16 000 maisons de passe, et donc le féminin était constamment prostitué de cette manière. Voilà, alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a eu une telle répression, une telle violence de la répression pendant aussi longtemps, une telle répression du féminin pendant si longtemps. Pourquoi est-ce que le féminin est angoissant? Qu'est-ce qui a bien pu motiver? Absolument dans toutes les cultures. Toutes les cultures ont été soit de structure patriarcale, il a existé, il existe toujours des sociétés matriarcales, où en apparence, ce sont non pas les femmes, mais les mères qui dominent la société. Alors, cette domination des mères, dans les sociétés, par exemple dans certaines sociétés chinoises, ou bien dans certaines sociétés africaines ou d'Amérique du Sud, c'est un matriarcat qui n'est qu'un matriarcat apparent, parce qu'en réalité le pouvoir politique et militaire continue d'appartenir aux hommes. Et par conséquent, on peut dire que toujours et partout, c'est la domination des hommes et du patriarcat qui l'a emporté.
Alors qu'est-ce que c'est qui a modifié ce rapport de force qui fait que, à partir d'une certaine période de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, de manière progressive mais de plus en plus certaine, le rapport de force s'est inversé jusqu'à ce qu'aujourd'hui le pouvoir du patriarcat soit sur la défensive. Évidemment, il est toujours aussi puissant, mais il est sur la défensive, ce qui n'était pas le cas il y a encore une cinquantaine d'années. Alors on peut dire que ce qui a initié ce mouvement, c'est le développement de la science, le fait que l'omniscience de Dieu soit mise en question par la science a remis en cause ce qui légitime le patriarcat, parce que le patriarcat se légitime sur l'existence divine, c'est-à-dire le pouvoir des hommes, c'est au nom du Père, comme la religion le dit, au nom du Père, et qu'à partir du moment où Dieu n'est plus un Père, c'est ce que démontre la science, c'est tout, ça n'est plus un Père, c'est une série de règles scientifiques qui sont, pour celui qui les calcule, qui le font, égales à Dieu. À partir de là, Dieu perd sa balance paternelle, et par conséquent, le pouvoir patriarcal est délégitimé, progressivement délégitimé, de plus en plus délégitimé, jusqu'à ce qu'il se produise un événement aussi extraordinaire dont la portée est un peu occultée depuis que ça s'est passé, c'est qu'au moment de la Révolution française, il y a eu les premiers mouvements féminins autonomes, entièrement autonomes. D'abord, il y a eu des cahiers de doléances purement féminins, ce qui est un fait historique qui n'avait existé nulle part ailleurs. Et ensuite, pendant la Révolution elle-même, les femmes ont joué à plusieurs reprises un rôle politique et militaire déterminant. Par exemple, en allant chercher le roi qui s'était sauvé à Versailles, un matin, elles se sont réunies à la Halle à Paris, conscientes du rapport de force, elles sont passées prendre des canons quand même, et puis elles ont marché sur Versailles, et ce sont elles qui ont ramené le roi à Paris. Donc, action politique absolument nouvelle des femmes organisées comme telles. De même, plus tard, la prise des Tuileries a été faite. Ce sont les femmes qui ont les premières franchi les rangs des gardes suisses. Bref, un rôle historique absolument nouveau qui a duré pendant tout le temps de la Révolution pour être un peu minimisé, puis enterré. Elles avaient obtenu le droit d'avoir des armes, de porter le pantalon. Et le droit de porter des pantalons, bizarrement, n'a été aboli en France. C'était un droit, évidemment, qui était tombé en désuétude, mais l'arrêté préfectoral levant cette interdiction pour les femmes de porter des pantalons ne date que d'il y a quelques années seulement. Voilà, donc pendant longtemps, les femmes ont porté le pantalon en étant en infraction avec la loi, sans être au courant, et en jouant ce rôle de quoi? Ce rôle de subversion. C'est un rôle de subversion, là je parle de la subversion politique des femmes et le rôle tout à fait étonnant qu'elles ont eu pendant la Révolution française. Mais en réalité, on peut dire que le féminin joue un rôle de subversion absolument quotidienne, en remettant au jour le jour les messieurs à leur place, dans leur prétention de jouer les pères, et que c'est là déjà un geste, pour petit qu'il soit, c'est déjà une remise en ordre, c'est déjà un principe de négation, qui remet les choses à leur place, disons, qui remet le patriarcat à sa place. On pourrait soutenir, en tout cas je pourrais le faire, que d'une certaine façon, ce principe de contestation permanent du féminin, le fait